Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 novembre et c'est aujourd'hui que les Américains votent soit pour Trump, soit pour Clinton. Soit pour d'autres candidats, mais bon, les deux grands candidats sont Trump et Clinton, au coude à coude. Les marchés, Wall Street, les banques aimeraient que ce soit Clinton. Le peuple, certains du peuple, voudraient que ce soit Trump et que l'establishment américain change un petit peu. Donc c'est une guerre qui se mène entre les deux camps. La Floride, certains grands États comme la Floride, donc sont des swing states, ce sont des États très importants. Celui ou celle qui va gagner la Floride aura de grandes chances de remporter l'élection. C'est la raison du titre du jour. Le suspense est à son comble. Souvenons-nous de l'épisode du Brexit. Les sondages nous disaient qu'il n'y aurait pas de Brexit. Au final, le Brexit a été voté de justesse. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'un accident de parcours et que une élection de Donald Trump n'est absolument pas inenvisageable. C'est du domaine du possible. C'est la raison pour laquelle on va avoir une forte volatilité cette nuit et demain dans la journée. C'est la raison pour laquelle les marchés vont être dangereux. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné que c'est ma dernière émission avant demain matin, eh bien, c'est le moment pour moi de vous inviter à la plus grande prudence. J'aimerais bien que demain, tous les comptes de trading de nos clients soient toujours en bonne santé. Donc voilà, je vous invite vraiment à la plus grande prudence. Soit vous avez clôturé vos positions, soit vous les allégez, soit vous les sécurisez, soit vous restez devant le marché cette nuit pour voir ce qu'il se passera. Mais dans tous les cas, s'il vous plaît, faites bien attention à vous. Avant de commencer cette émission, donc un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette vidéo et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les derniers mouvements intraday et sur les actions européennes notamment, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, pas énormément de choses ce jour. La volatilité s'écrase. Le Dow Jones perd 0,3% à 18 224 points en amont des élections aux États-Unis. Je vous rappelle que le Dow Jones hier a gagné plus de 2% et a ainsi effacé 8 séances consécutives de baisse. Je vous avais expliqué toute la semaine dernière que nous étions dans une configuration de dérapage contrôlé, qu'on revenait vers le support. Je me souviens avoir utilisé l'expression « le Dow Jones plie mais ne rompe pas ». Donc voilà, toute la semaine dernière, malgré la baisse, malgré la hausse du risque, je vous ai expliqué qu'on revenait vers des supports, que le Dow Jones tenait, que le VIX ne s'envolait pas tant que cela et que le pire n'était tout simplement pas certain. Donc le Dow Jones et le Nasdaq et le S&P 500 se sont fortement repris hier et aujourd'hui on se stabilise. Le VIX gagne 2,5% à 16,44 points, signe d'une certaine nervosité. Donc là, les opérateurs sont quand même nerveux, il y a du stress, il y a de l'attentisme exacerbé en vue des résultats qui devraient tomber à partir de ce soir minuit. Sur l'euro-dollar, les indices 60, ancien support. Donc cet ancien support fait désormais résistance à indice 60. Tant que les indices sont recherchés, l'euro-dollar a tendance à baisser. Si Hillary Clinton passe, théoriquement, on devrait chuter sur l'euro-dollar. Si Trump passe, on devrait accélérer à la hausse. Sur le pétrole, un test des 43 $ et de la MM200 jours sur le WTI semble possible. En effet, le pétrole a un peu rebondi hier et ce matin, mais les vendeurs gardent la main dessus. La tendance reste baissière, donc il y a encore une chance que l'on aille chercher la zone des 42,50-43 $. C'est le bas du range de moyen terme, c'est la moyenne mobile à 200 séances. Si on devait revenir sur cette zone de prix et y réagir positivement, ce serait très possiblement un point bas de court terme. Si au contraire, bien évidemment, on casse cette zone, il y aurait un changement d'état d'esprit.
Le gaz naturel retrouve les 2,55, support de moyen terme, pivot pour la suite. Les températures sont clémentes, donc c'est ce qui fait pression sur les cours du gaz qui perdent 20% ces dernières semaines. On est revenu sur un pivot clé et on aura les stocks de gaz jeudi après-midi comme d'habitude à 16h30. Et puis enfin CGG Veritas, titre parapétrolier, perd 24% à 17,60 € et retrouve son support testé au mois d'août. Pourquoi je vous parle de ce titre? Eh bien tout simplement parce que le titre est très fortement sanctionné après les résultats. Il faut dire que le chiffre d'affaires est en forte baisse. Mais voilà, on est dans un range de moyen terme, on est en train de passer de la borne haute à la borne basse. Si on devait tenir cette borne basse, eh bien ce serait plutôt positif. Si on la casse, c'est que les vendeurs enfoncent le clou. On regardera ça dans quelques instants dans la partie graphique. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx 50, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de très forte hausse ni de très forte baisse. On a un peu de consolidation sur les bancaires en Allemagne, en Italie. On a Airbus qui consolide. Dans les hausses, on a Deutsche Post, Sanofi, Vinci qui sont recherchés, donc des titres qui avaient publié récemment. C'est un marché plutôt équilibré, dirons-nous. On est dans une latéralisation, dans une stabilisation avant le résultat des élections. Alors, Stéphane me dit, pourriez-vous nous parler de Volkswagen? On va en parler. Stéphane nous dit aussi, un achat est-il possible avant les élections? Alors, Stéphane, je viens de vous expliquer pendant 6 minutes durant qu'il était inconcevable de connaître les résultats des élections à l'avance, qu'il était inconcevable de savoir si on allait monter ou baisser. Donc bien évidemment, techniquement parlant, il y a un biais qui est plutôt haussier. Maintenant, on se souvient qu'avec le Brexit, on était remonté sur la livre de 1,40 à 1,50 avant de s'effondrer de 1,50 à 1,20. Donc c'est pas parce qu'on remonte depuis 24 heures que forcément Hillary Clinton va passer. Donc à la question, un achat est-il possible avant les élections? La réponse est bien évidemment oui. Si vous avez envie d'acheter maintenant, vous pouvez acheter maintenant. Il n'y a rien qui vous en empêche. Après, c'est à vous de voir si vous souhaitez être en risque et donc faire en quelque sorte un pari boursier. Généralement, les investisseurs qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience de marché arrêtent de faire ce genre de pari parce qu'au moins une fois, ils se sont fait rappeler à l'ordre. Et je peux vous dire que quand on n'est pas dans le bon sens et qu'on est sur un indice qui gappe à moins 5 ou moins 8 ou moins 10% le lendemain, généralement on s'en souvient et on ne refait pas 2 fois la même erreur dans sa carrière de trading. Je reviens à ma présentation. Côté statistique, les mises en chantier au Canada sont ressorties inférieures aux attentes à 193 000 contre un consensus à 195 000. Les permis de construire sont ressortis en baisse de 7% alors que le consensus attendait moins 5,6%, donc des chiffres un petit peu inférieurs aux attentes pour le Canada. Et puis on notera aussi la production manufacturière en Angleterre qui est ressortie au-dessus des attentes à 0,6% contre un consensus à 0,5%. Le chiffre du jour, c'est 400 millions d'euros. C'est la somme que va allouer l'Union européenne à un fonds de capital risque destiné à aider les jeunes push régionales à se développer, donc à aider les startups. Ça y est, enfin l'Europe réagit. On parle des startups depuis plusieurs années. Les États-Unis et la Chine sont un grand berceau de startups et l'Europe essaye de se mettre à la page. Côté entreprise US, Gap a publié une baisse de 3% de ses ventes au troisième trimestre. Hertz a vu son bénéfice net chuter de 237 à 42 millions de dollars au T3. Le titre était en baisse de plus de 30%. Johnson Controls a enregistré une perte nette de 1,7 milliard au T3 contre quelques centaines de millions de pertes il y a un an. Marriott a réalisé un bénéfice de 70 millions de dollars au T3, mais c'est aussi bien inférieur à ce qu'il y était il y a un an. Tesla a conclu un accord de rachat de Grumman Engineering. Et puis enfin, Valeant, la société pharmaceutique si controversée, abaisse ses prévisions et touche des plus bas de 17 ans. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, vous pouvez noter que la volatilité est désormais relativement faible. Quand on était en pleine période de résultats, on avait souvent des titres qui gagnaient plus 12, plus 15, plus 18, plus 20 et inversement à la baisse. Là, on a des marchés qui se stabilisent un petit peu plus.
On avait hier notamment pas mal de pharmaceutiques qui ont rebondi avec Tenet Healthcare, Regeneron Pharmaceutical et Biogen. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si les pharma arrivent à rebondir alors que le marché anticipe une élection d'Hillary Clinton, ça veut dire que si Hillary Clinton passe, ce sera peut-être pas autant la bérésina que cela sur le secteur pharma et biotech. Et puis pour finir cette présentation, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market. Il s'agit ici d'un canal haussier à faible pente sur la livre yen GBP-JPY. Donc ce canal permet de cadrer les cours. Toute sortie de ce canal serait extrêmement violente, c'est-à-dire qu'une sortie par le bas du canal, ce serait une reprise de la tendance baissière et ce serait synonyme donc d'une reprise en main des vendeurs. Par contre, si on arrivait à sortir par le haut de ce canal, ce serait également un signal fort, mais cette fois un signal haussier qui validerait un changement de tendance et de rythme sur cette paire. La livre a été plutôt recherchée ces dernières séances. Si Hillary Clinton passe, les paires en yens devraient décoller. Donc la livre yen est intéressante. Si Hillary Clinton est élue et qu'on sort par le haut de ce canal, c'est un signal fort. Si Trump passe et qu'on sort par le bas de ce canal, c'est un signal fort aussi. Donc c'est une paire qui permet de jouer les deux options, tout comme le permettent l'or, l'euro-dollar ou encore les indices américains et européens. On va passer sur les graphiques. Je vais commencer par le CAC. Et le CAC, il est actuellement à 4440 points. Alors, il faut bien que vous compreniez, si vous venez à cette émission et que c'est une des premières émissions pour vous, que je fais beaucoup d'analyses techniques. Depuis 3-4 mois, le CAC est complètement neutre. On est passé de la borne haute du range à la borne basse du range au milieu du range. Le range, c'est la zone 4300-4580, donc c'est un range de 280 points. Le milieu est à 4440. Donc autant vous dire qu'on est en plein milieu de nulle part. On est en plein milieu d'un range. On est à cheval entre un rebond et une reprise. On est en plein milieu de la zone travaillée depuis 3 mois. Donc autant dire que c'est du qui tout double. Donc dans ces cas-là, moi j'aurais tendance à attendre le résultat de l'élection, à voir dans quel sens on part et à potentiellement prendre le suivi de la tendance. Ça, c'est le SP500. Donc le SP500 qui a perdu du terrain la semaine dernière, qui a touché sa MM200. Il s'est très violemment repris lundi. Aujourd'hui, il consolide. On est en train de se poser à plat juste au-dessus du support clé des 2120 points. Si Hillary Clinton est élue et qu'on casse les 2150 points, c'est un signal fort en direction des plus hauts annuels historiques. Si Trump passe et qu'on casse la MM200 jours, qu'on passe sous les plus bas de la semaine dernière, c'est un signal fort avec des risques baissiers accrus. Et puis concernant la volatilité, elle était montée fortement pendant 10 jours, elle est retombée tout aussi sec lundi, elle remonte un petit peu aujourd'hui, on gagne 4,5% sur le VIX. Ça reste une volatilité modérée, ça montre un certain stress des opérateurs. Attendons de voir quel côté choisissent les opérateurs. Côté action française, donc je voulais vous montrer un ou deux titres. Alors, Pedro nous dit, est-ce qu'une fois les résultats connus, on peut se positionner ? C'est le VIX, c'est le but, Pedro. Une fois les élections passées, les opérateurs retrouveront théoriquement de la visibilité et donc pourront de nouveau investir sur ces marchés. Donc on attend avec impatience que les élections passent pour que les marchés puissent enfin retrouver une direction claire. Donc le titre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est CGG Veritas. CGG Veritas donc baisse de 28% à l'heure actuelle. Le titre est revenu sur ses plus bas du mois d'août. Il est en train de les casser. Donc on verra s'il les casse en cours de clôture. S'il les casse en cours de clôture, eh bien le prochain support majeur est à 13,90 €. C'est les plus bas annuels, les plus bas de février 2016. Donc soit CGG Veritas arrive à clôturer au-dessus des 17,70 et il y a un espoir de maintien dans un range ici entre 17,70 et 27 €, soit on casse le support et il y a des risques baissiers d'aller vers les 14 € et on s'intéressera alors de nouveau à ce titre s'il y rebondit à un moment donné.
Sinon, dans les baisses et les hausses du jour, j'ai pas grand-chose à vous dire. Valorec consolide avec le pétrole qui est sous pression. Sequana est en baisse et depuis ses résultats, le titre a fait des nouveaux plus bas annuels et est dans une tendance baissière. Genfit, elle avait pris 15% l'espace de 3 jours et elle consolide sa hausse récente, notamment avant les élections, ce qui est tout à fait légitime pour une biotech. Dans les hausses du jour, on retrouve Crédit Agricole qui a publié de très bons résultats, qui était peut-être allé un peu vite, un peu haut ce matin en gagnant plus de 5% à un moment donné. On retrouve TF1 aussi qui est intéressante, dont j'ai parlé ce matin dans la matinale. Si TF1 arrivait enfin à casser la zone des 8,52, 8,60, là on aurait un signal de retournement haussier. Ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait venir. Ensuite, on va regarder les actions américaines de ma liste. En effet, tous les jours, j'ajoute des actions américaines que vous me demandez de regarder. Donc, on va faire le tour pour voir s'il y a des grands écarts aujourd'hui ou si au contraire, on est dans une stabilisation de marché. Plus forte baisse, moins 2, plus forte hausse, plus 1,8. Donc, je pense que là, vous avez eu votre réponse très rapidement. Il n'y a pas de gros mouvement sur les actions américaines aujourd'hui. Twitter a essayé de décoller de son range hier, elle n'a pas réussi, donc elle consolide. Ford Motor est sous pression depuis ses résultats en tendance baissière. First Solar en tendance baissière depuis ses résultats aussi. eBay toujours sous pression après ses résultats. Et dans les hausses, on a US Steel qui avait bien publié la semaine dernière et qui depuis donc enchaîne les séances de hausse, mais on arrive sous une résistance. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire sur les actions américaines. Ensuite, on va regarder les matières premières. Alors, dans les matières premières, il y a le sucre brut. Le sucre brut, il avait donné un signal baissier la semaine dernière et il s'est repris en ce début de semaine. Donc voilà les cours du sucre à la croisée des chemins. Si on arrive à dépasser les plus hauts d'hier et à recasser la borne haute du triangle ici, les acheteurs reprendraient la main et on pourrait retourner sur les plus hauts annuels comme on l'a fait sur le jus d'orange. Si au contraire les cours bloquent sous cette zone horizontale ici et la borne basse du triangle, on pourrait retourner à la baisse. Mais je vous avouerai que ce n'est pas une configuration très lisible, très évidente. Côté gaz naturel, on est en baisse de 4%, on est en train de revenir sur un support de moyen terme. Donc on a eu 100% d'appréciation sur les cours du gaz entre février et octobre. Depuis le mois d'octobre, là on a une correction assez forte de 20% des cours. On est en train de revenir sur un pivot majeur. Si on réagit positivement sur ce pivot, il y aura des espoirs de rebond haussier. Si au contraire on le casse, eh bien les vendeurs enfonceraient le clou et on irait chercher potentiellement le suivant à 2,20. Donc là je surveille les cours du gaz. En effet, on avait réagi sur le support jeudi dernier, on a gapé en début de semaine, là on baisse très nettement aujourd'hui, il faut dire que les températures restent assez clémentes, ce qui ne permet pas de tendre les cours à la hausse. Il faudra quand même voir d'ici jeudi ce qu'il se passe, si on tient le support ou non, et puis on verra les stocks donc jeudi à 16h30. On avait parlé récemment du café Robusta qui était sorti d'un canal haussier. Vous voyez ici le Robusta de février à octobre, il était dans un canal haussier, puis on est sorti de ce canal à la hausse. Et je vous ai dit que tant qu'on était au-dessus de ce canal, eh bien, les acheteurs avaient la main, on pouvait continuer de grimper, mais si on le réintégrait, il y avait des risques de retour de flamme après une certaine vague d'euphorie. Donc là, vous voyez que c'est la plus forte baisse du café Robusta à laquelle nous assistons depuis, en gros, la fin de l'année 2015. Donc ça veut dire qu'après une période de 8 mois de hausse pratiquement continue, les vendeurs pourraient être de retour. Donc là, à 2100, on a un support clé, niveau psychologique, correspondant au plus haut de la mi-octobre et à la borne haute du canal. Tant qu'on est au-dessus de ça, on peut continuer de regrimper. Si on réintègre le canal, c'est que les vendeurs prennent la main et qu'on a des risques de correction baissière assez puissants. Car souvent en bourse, on dit que les excès sont corrigés par des excès. Or pour moi, cette ultime accélération au-dessus du canal, c'est un excès haussier potentiel qui pourrait être corrigé par la suite par un excès baissier. Affaire à suivre.
Le jus d'orange, on en a parlé à plusieurs reprises. Les cours du jus d'orange ont gagné donc pratiquement 100% en l'espace des 6-8 derniers mois. On avait regardé le graphique mensuel ensemble, on avait vu qu'on était revenu sur les plus hauts de 2011. Donc il faut bien garder en tête que les cours ont gagné plus de 100% à la hausse en espace de quelques mois. On est revenu sur les plus hauts historiques, on a même inscrit un nouveau plus haut historique. Maintenant, il ne faut pas oublier que les cours du jus d'orange sont plus à l'intérieur d'une tendance bien inscrite dans une tendance haussière plutôt qu'au début d'une tendance haussière. Donc il est compliqué pour moi en tant qu'analyste graphique, alors qu'on vient de gagner 100%, alors qu'on vient d'atteindre une résistance sur des plus hauts historiques, de rester positif. Comprenez par là que pour moi, on a eu une ultime phase de hausse ici du 15 octobre au 2 novembre. On a touché les plus hauts historiques et depuis, on voit les vendeurs prendre la main. Donc attention, je ne serais pas étonné de voir les cours du jus d'orange se retourner et corriger après cette forte ascension. L'invalidation des perspectives baissières, ce serait une violente accélération au-dessus des plus hauts de la semaine dernière. Mais tant qu'on est sous ce niveau, eh bien, il y a des risques de correction. Concernant le blé, le maïs, le soja, l'avoine, on est relativement neutre. On est toujours dans des ranges. On tient bien. Le maïs a bien réagi sur la borne basse de son range. Donc, il est toujours inscrit dans un rebond technique depuis 2 mois. Le blé, il tient bien aussi et l'avoine consolide un petit peu après sa très puissante hausse récente. Côté bovin engraissé, on pourra surveiller aussi une éventuelle réaction des cours dans la zone actuelle. Les bovins engraissés étaient dans une tendance baissière très forte en août, en septembre, en octobre. Et puis on a donné un signe de regain d'intérêt des acheteurs. Malheureusement, on n'a pas réussi à accélérer et à passer de neutre à haussier. Donc, dans une zone de neutralité, quand on échoue en haut, on revient en bas. Or, là, on est en train de revenir sur les niveaux travaillés au plus bas au mois d'octobre et on est en train de revenir sur la borne, sur l'oblique baissière qu'on avait cassée précédemment. Donc, si les cours des bovins engraissés américains devaient se retourner, eh bien, ils ne devraient pas tarder à le faire et à repartir à la hausse vers le haut du range. Si on casse les plus bas d'hier et qu'on accélère vers les plus bas, c'est que la tendance baissière reste bel et bien en place et qu'il y a des risques de casser les plus bas et d'aller plus bas. Donc, c'est vraiment dans la zone de prix actuelle, les plus bas de la semaine dernière ici, que cela se passe. Ensuite, le pétrole. Donc, le pétrole, comme je vous l'ai expliqué à de nombreuses reprises, on est dans un grand range entre 42,50 et 48,8. On a rebondi hier, aujourd'hui on a tenté, mais les vendeurs sont toujours là. Il serait appréciable de voir les cours du pétrole revenir ici vers la MM200 et le bas du range. Si ce bas de range devait casser, ce serait un signal fort en direction des 40 $, voire en dessous. Si par contre ce repli des cours qui faisait revenir les cours vers les plus bas de la semaine dernière et toucher la MM200 avant un rebond haussier, ce serait absolument magnifique. Ça voudrait dire qu'on est dans une tendance baissière, qu'on est venu chercher le support, qu'on a réagi positivement sur le support et qu'on repart à la hausse dans le sens de la tendance de fond qui est haussière depuis le mois de février. Donc je suis patient, j'attends gentiment, on est en zone de survente, les vendeurs sont toujours là. Pourquoi pas revenir chercher le bas du range avant d'éventuellement rebondir? C'est le scénario que je surveille et on verra ça dans les séances à venir. Et puis enfin, on va parler des devises. Et concernant les devises, alors j'ai Philippe qui me dit le VIX est en promo, il a baissé de 17%. Bah oui, mais si demain Hillary Clinton est élu, le VIX perdra encore 15%, hein, Philippe. Donc encore une fois, moi je ne fais pas de pari sur une élection. Alors concernant les devises, tout en fait dépend du comportement du dollar américain. Le dollar américain a consolidé comme les indices boursiers entre fin octobre et début novembre. Hier, il est violemment reparti à la hausse comme les indices américains, partant du principe qu'Hillary Clinton avait plus de chances d'être élue. Aujourd'hui, vous pouvez voir que le dollar est toujours très solide. Si Hillary Clinton est élue, le dollar pourrait retourner vers ses plus hauts du mois d'octobre. Si Trump est élu, le dollar pourrait chuter drastiquement. Donc, si Hillary Clinton est élue, toutes les paires en dollars devraient baisser. Et si Trump est élu, inversement. Moi, il y a une paire qui m'intéresse, que je trouve intéressante à regarder. C'est l'AUD-USD.
Si vous allez sur le site de CMC Market dans la rubrique Actualité Analyse, j'ai fait un petit point sur l'AUD-USD, ça s'appelle le graphique de la semaine. Toutes les semaines, je choisis une configuration que je mets dans un article sur le site. Et donc, ce qui m'intéresse sur l'AUD, si vous voulez, c'est que ça fait à peu près, depuis la fin septembre, on est parti fortement à la hausse sur le dollar, puis on a consolidé. Ce que vous pouvez voir sur l'AUD, c'est qu'il est resté très très solide. Quoi que fasse le dollar américain, l'AUD-USD est resté très solide. Si le dollar consolidait, l'AUD pourrait casser sa résistance et décaler à la hausse. Si le dollar se raffermit très fortement, l'AUD continuerait d'évoluer dans son petit triangle et reviendrait vers la borne basse à 0,76. Mais une chose est certaine, c'est que l'AUD depuis des mois est dans une tendance haussière. Une autre chose certaine, c'est que malgré la hausse du dollar depuis un mois et demi, l'AUD tient bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le dollar continue de monter, l'AUD ne va pas baisser fortement. Et si à un moment le dollar devait enfin consolider, l'AUD serait peut-être la monnaie à le plus en profiter. Donc je garde toujours sous surveillance l'AUD-USD. Plus longtemps durera la compression ici entre le support oblique et la résistance horizontale, plus le décalage devrait être violent. Voilà, sur ce, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'ai répondu à vos questions. Stéphane, on va regarder ensemble l'action Volkswagen pour terminer. Alors, Volkswagen. Alors, Volkswagen. Alors, ce que je fais quand j'étudie une action, je prends un graphique complètement neutre, je me mets en données hebdomadaires. Voilà, donc Volkswagen. Donc, depuis 2010, Volkswagen était dans une superbe tendance haussière. Et en 2015, le titre est parti à la baisse. Et avec le scandale des émissions, il a cassé son oblique de tendance haussière de moyen terme et il a chuté. Depuis la fin 2015 et depuis donc cette chute en septembre 2015, le titre Volkswagen ne nous donne absolument aucune indication. À la hausse, le titre est bloqué par une oblique et à la baisse, le titre est soutenu par une oblique. Il s'agit donc d'un triangle chartiste en données hebdomadaires. Eh bien, la réponse que je vous ferai sur le titre Volkswagen, elle est très simple. On est dans un triangle de moyen terme, donc on en attendra la sortie. Étant donné la dynamique baissière depuis un an, il y a quand même des risques de sortie par le bas et d'accélération. Néanmoins, si les indices boursiers devaient être très recherchés, très haussiers, après éventuellement l'élection d'Hillary Clinton, on a peut-être une chance de voir le titre Volkswagen se stabiliser et tenter de sortir par le haut. Donc voilà, moi je me dois de vous dire que c'est une situation très neutre, attentiste, on est à la fin d'une zone de consolidation majeure, on devrait bientôt avoir la réponse, mais il est inconcevable pour moi de l'anticiper. Eh bien écoutez, j'ai tout dit. Les indices sont toujours soutenus, l'or, le VIX sont toujours un petit peu sous pression. Enfin, le VIX reprend 4% aujourd'hui, mais il reste quand même en baisse, nette baisse cette semaine. Donc moi, ce que je peux constater, c'est que les bancaires, c'est que les marchés, les opérateurs préféreraient Hillary Clinton. Ça redonnerait de la visibilité, ça ferait monter les actifs risqués a priori. Et tout le monde redoute une éventuelle victoire de Trump qui serait bien évidemment une nouvelle surprenante, un élément déstabilisateur des marchés. Ça engendrerait de l'incertitude, de la peur, des décalages baissiers notamment sur les actifs risqués. Donc je ne fais pas de paris, je suis attentiste, ça fait des mois qu'on attend cela, eh bien attendons encore 24 heures que l'élection se fasse, que des directions claires soient données par les marchés et que l'on puisse ensuite en profiter un peu plus sereinement qu'en faisant un éventuel pari. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon trading, une très bonne soirée, peut-être une bonne nuit à ceux qui resteront devant les marchés. Et j'espère vous retrouver tous en bonne santé demain matin à 10h pour la matinale. Passez une bonne soirée et à demain.